Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous parle de l'extension Not Accepting Surrenders SWP28 qui est sortie courant août il y a quelques semaines. Je l'ai reçue, donc j'ai les cartes en français à vous montrer. Donc c'est l'extension que j'attendais qui contient Tron, le grand amiral Tron, l'agent Calus et des agents du BSI. Allons tout de suite voir Tron. Donc Empire Galactique, guerrier et officier. Il n'a que 7 points d'escouade, comme un Vador, donc ça limite un peu la constitution de liste avec lui, et il n'apporte que 2 points de force. Il a une vigueur de 9 et une résistance de 3. Ça c'est pas mal. Il a de nombreuses capacités, en tout cas il en a 4. La première, vous devez connaître l'échec, la défaite totale qui coûte une force, une active qui coûte une force tout de suite, donc qui permet à Tron de faire un repositionnement, et si ça se termine en contestant un objectif actif, on ajoute 3 dés au prochain lancer d'attaque, sachant qu'il lance 5, 6 ou 7 dés en attaque. Donc on se retrouve avec 8, 9 ou 10 dés en attaque, ça c'est quand même fort. Ensuite, tactique de combat, on va y revenir, c'est comme les Ewoks, il a des cartes tactiques, il en a 3, et vous avez le droit d'en mettre 2 dans votre paquet d'ordre. Alors attention, les règles ont été mises à jour, il faut choisir une unité, il n'y a qu'une seule unité qui peut mettre des cartes tactiques dans le paquet d'ordre. Donc on parlera de ces cartes juste après. Ensuite, nous devons patienter et observer. Quand vous dépensez de la force pour mettre en réserve, vous en dépensez une de moins. Donc Tron, quand vous mettez quelqu'un en réserve, ça ne coûte pas de force, en tout cas une de moins. Si en face vous avez Gideon, eh bien lui vous fait coûter une de plus, lui une de moins, donc finalement ça reviendra au fait de dépenser une seule force. Donc face à Gideon c'est moins intéressant, mais face à toute autre liste, eh bien vous ne dépenserez pas de points de force du tout quand vous mettrez en réserve. Et puis en plus, une fois que vous avez mis une unité en réserve, vous pouvez dépenser cette fois-ci de la force en plus, et dans ce cas, l'unité que vous avez mise en réserve peut se retirer un dégât ou un état, et en plus, un de ces personnages peut se repositionner. Donc ça c'est pas mal parce que vous mettez en réserve gratuitement, s'il n'y a pas Gideon en face, et en plus, ensuite vous dépensez une force, et l'un des personnages que vous avez mis en réserve fait un repositionnement. Imaginez que ça vous permet d'aller chercher un objectif où il n'y a personne, et bien ça vous permet de gagner un objectif. Donc ça c'est le côté, on va dire, stratégique de Tron. Ensuite, pour vaincre un ennemi, il faut le connaître. Les personnages Empire Galactique alliés, il n'y a pas de distance, et ça marche aussi avec lui, avec Tron, qui ont au moins un pion estropié et qui sont engagés avec un ennemi ont protection. À partir de la peut-être deuxième activation d'une unité quand elle passe en estropié, vous avez protection si vous êtes engagé avec un ennemi. Et en plus, quand une unité principale alliée est blessée par une attaque ennemie, après que l'effet a été résolu, vous pouvez reconstituer votre paquet d'ordre, donc vous reconstituez la pile du paquet d'ordre, sous-entendu, de mémoire, je crois que ça avait été dit dans le forum, vous reconstituez également vos forces. Heureusement, parce que Tron n'en a que 2, donc c'est bien de pouvoir reconstituer ses forces plus rapidement, mais en échange, on a quand même eu un personnage principal, donc par exemple Tron qui a été blessé, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Au niveau des postures, donc on a 2 postures qui s'appellent assaut agressif et génie stratégique. Donc comme je disais tout à l'heure, on a des attaques à 5, 6, voire 7 dés, et éventuellement les 3 dés de plus avec la capacité que l'on a vue il y a un instant. Par contre, avec son blaster, il ne tire qu'à portée 4, donc ça limite un peu, je crois que c'est comme Gideon. Une défense 5 minimum, voire 6, ça c'est très bien, en tout cas c'est bien. Au niveau des maîtrises, c'est les mêmes dans les 2 postures. Il annule un critique, ou alors il fait un blocage, il annule un critique, et ensuite il fait un blocage, il annule un critique, et l'en passant en touche. Le problème, c'est que si en face, votre adversaire ne fait pas de critique, et que vous faites qu'une maîtrise, vous ne faites rien, quoi. Donc il n'y a même pas un petit blocage quand vous faites une maîtrise. Ça, c'est quand même chaud. Ok, s'il y a un critique en face, vous l'annulez, ça c'est très bien, mais ça arrive souvent, enfin en tout cas ça arrive que l'adversaire ne fasse que des touches ou que des maîtrises, et donc aucun critique. Bon, ça aurait été bien, je pense qu'il y a un petit blocage supplémentaire quand même, pour que ce soit un peu plus costaud. Donc il faut au moins 2 maîtrises du coup pour avoir un blocage et de l'annulation d'un critique. 0 ou un seul blocage, en dehors de l'annulation des critiques, c'est pas extraordinaire, je trouve. En termes d'arbres, donc là on a 9 si vous partez du bas et que vous restez en bas, ça fait 9 dégâts. Sinon, il y a la contrainte, il n'y a qu'une seule percussion de ce côté-là de l'arbre, donc si vous êtes face à une unité inébranlable, c'est pas la meilleure posture. Par contre, vous avez un repositionnement en 3e case, une exposition ou un désarmement. Donc quelques états, un repositionnement qui arrive assez tôt, par contre une seule percussion. En dessous, dans la 2e posture, on voit que là, on peut avoir sur la branche du haut jusqu'à 3 percussions d'affilée. Là, si vraiment vous avez quelqu'un à déloger, c'est la meilleure branche, on va dire, avec des soins en parallèle, des soins des dégâts.
Donc percussion dégâts soins, percussion dégâts soins 3 fois, ça peut être fort. Et ça ferait quand même 6 dégâts et 3 percussions, et vous, en plus, vous vous soignez. Après, en dessous, on a d'autres choses. On peut faire du soin, on peut du foncé, encore de l'exposition. Il y a une seule percussion si on passe par en bas. Il y a aussi un repositionnement, mais cette fois-ci en quatrième case. Au niveau des maîtrises en attaque, en haut, on a quoi? À distance critique touche ou double critique, alors qu'en mêlée, c'est un seul critique jusqu'à 2 critiques, mais avec 5 maîtrises. Et aussi une entrave que vous mettez à l'ennemi. Laquelle est le meilleur? Je ne sais pas, ça dépend si vous avez besoin de mettre l'entrave. Sinon, là, j'ai l'impression qu'à distance, elles sont bonnes quand même. En tout cas, 1 ou 2 critiques, mais il faut quand même 4 maîtrises. Ouais, c'est pas si extraordinaire. Et en dessous, à distance, c'est un critique ou 2. Et en mêlée, un critique, une touche et 2 critiques. Mais là aussi, il faut beaucoup de maîtrise. Il y a toujours au moins un critique minimum quand même, dès que vous avez une maîtrise. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour en avoir 2, par contre, il faut avoir 4, voire 5 maîtrises. Ça, c'est un peu chaud. Après, quand vous lancez d'idées, il y a un peu de chance quand même d'en avoir, mais c'est quand même chaud. Donc finalement, c'est un critique, pas beaucoup plus qu'un critique quand vous faites des maîtrises. Bon, je crois que j'avais comparé un peu avec Gideon, qui n'est pas forcément un personnage que j'aime en attaque, et il me semble que les maîtrises ou l'arbre, en tout cas les statistiques de Tron, ne sont pas supérieures à celles de Gideon. Après, je ne l'ai pas encore testé pour tout vous dire Tron, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. L'intérêt de toute façon de Tron, on s'en doutait, c'est le côté, on va dire, stratégique, c'est-à-dire les cartes de tactique de combat. Alors, il en a 3 et vous pouvez en choisir 2. Alors, il y a beaucoup de textes. Je vous montre la première. J'attends des résultats, pas l'excellence, grande stratégie. Parfois, la brutalité sert à quelque chose. Et enfin, retourner leur force contre eux. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup de textes et vous avez 2 effets, il faut en choisir un. Le premier, qui est en gris, peut s'activer sur une unité qui est en réserve. Donc, l'unité en réserve va faire ce qui est indiqué en gris, ou alors une unité classique. Par contre, la partie du bas qui est en blanc, là, c'est le deuxième choix. Là, ça ne marche qu'avec une unité en cours, enfin, qui n'est pas en réserve. Donc, c'est pareil pour les 3 cartes. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il faut regarder ça tranquillement. Par contre, la majorité de ces capacités, en tout cas de ces actions, enfin de ces cartes, va donner un malus à vos unités. Si vous regardez la première, la manœuvre inconsidérée, vous poussez un ennemi de 2, mais en échange, votre personnage allié subit 3 dégâts. Donc pour pousser quelqu'un de 2, vous prenez 3 dégâts. C'est quand même assez chaud. En dessous, si vous faites un foncé, vous perdez vos hunkers. Celle-ci, vous pouvez foncer, puis chaque unité à portée de cet objectif subit 2 dégâts. Alors ça, on peut le faire, pas forcément sur ces unités. Donc ça peut être intéressant. Là, vous n'avez pas de dégâts sur vos propres unités. En dessous, vous prenez 2 dégâts pour faire un foncé. Et la troisième, vous pouvez ajouter des maîtrises à votre lancer d'attaque pour chaque maîtrise en défense, mais vous gagnez un désarmement. Ça, à la rigueur, pourquoi pas? Vous attaquez quelqu'un, vous avez le droit à des maîtrises en plus. En échange, vous avez un désarmement, mais c'est à la rigueur pas très grave puisque vous venez de faire l'attaque. Et en dessous, un personnage allié peut avancer ou faire un repositionnement, mais il se prend une contrainte derrière. Donc, vous voyez, quasiment toutes les capacités ont un mauvais effet en plus de leur effet. Et il y a beaucoup de textes, donc c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas non plus insurmontable, mais du coup, Tron, je l'ai pas encore utilisé. Je pense qu'il faut le comprendre sereinement. Son intérêt, à mon avis, c'est la mise en réserve gratuite, sauf quand vous avez Gideon en face, mais sa mise en réserve gratuite vous permet de tout le temps mettre en réserve, et vous avez vu que les cartes tactiques peuvent se déclencher sur des unités en réserve. Donc je pense qu'un jeu normal de Tron, ce serait de mettre en réserve tout le temps, et puis quand il y a une tactique, hop, on utilise sur la réserve, et puis on met quelqu'un d'autre en réserve, etc. Mais il faut du coup prévoir qui vous allez mettre en réserve, etc., et connaître à l'avance les 2 cartes par cœur, les 2 cartes que vous avez mises dans votre paquet d'ordre. Puis en plus, comme quand vous êtes blessé, en tout cas un principal est blessé, vous remélangez votre paquet d'ordre, et ben vous savez que vos 2 cartes tactiques vont revenir en fait, assez rapidement. Donc ça me paraît relativement complexe à gérer, mais évidemment, comme tout, ça s'apprend, et il commence à avoir des parties où on voit des trônes arriver. Je pense que quand ils sont maîtrisés, ça peut donner quelque chose de fort, mais ça demande un peu plus de réflexion, à mon avis. L'inconvénient également, donc, c'est qu'il apporte que 2 points de force et qu'il a que 7 points d'escouade, donc on peut pas le mettre avec beaucoup d'autres unités, celle de sa boîte, bien sûr, ou alors vous mettez le lieutenant Stormtrooper en secondaire et puis un soutien à 4. Je vais passer à l'unité secondaire de cette boîte qui s'appelle l'agent Kallus, infiltré. Alors lui, je le connais parce que je l'ai déjà joué. Donc il coûte 4 points. On est toujours, je ne l'ai pas dit, dans l'ère de la rébellion. Il apporte pas de points de force. Il a 9 de vigueur et 2 de résistance. Quand vous utilisez Kallus, à la mise en place de la partie, vous indiquez s'il sera plutôt Empire Galactique, Espion Soldat ou Alliance Rebelle, Scélérat Spectre. C'est très important pour la capacité renseignements impériaux dont on va parler dans quelques minutes. Avant, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Toutes les pistes doivent être suivies.
il peut foncer à l'activation. Calus peut foncer vers un ennemi. Ensuite, pour un point de force, vous pouvez faire une action de concentration et ensuite avoir tireur d'élite 2 et impact 2. Sachant qu'à distance et en mêlée, il tire à 6 dés. Donc, quand vous faites concentration avec prêt à tout affronter, eh ben, vous vous retrouvez avec 9 dés. Donc, il est fort en attaque. Puisqu'on parle de l'attaque, il a également 5 en défense, ce qui est pas trop mal. Et donc, sa dernière capacité, c'est Renseignements impériaux. C'est une réactive qui coûte 1 point de force tout de suite. Ça veut dire qu'une fois Calus blessé, ça commence à faire cher. Mais en tout cas, pour 1 point de force, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez, quand un personnage allié attaque ou défend, même pas pendant une action, c'est pas écrit une action d'attaque, donc ça peut être une attaque à 5 dés par exemple. Donc quand un personnage allié attaque ou défend, vous pouvez utiliser cette capacité au moment de modifier les dés, et le personnage allié qui attaque ou défend peut relancer autant de dés qu'il a d'attributs en commun avec Calus. Par exemple, si vous avez Kanan qui a Alliance Rebelle, Scélérat, Spectre, ben vous avez 3 attributs en commun, donc vous allez pouvoir pour 1 point de force relancer 3 dés. Alors c'est de la relance. C'est-à-dire que si vous avez fait 3 échecs et que vous relancez, vous avez une chance, un risque de retomber sur 3 échecs. C'est là évidemment le problème. Et ensuite, si Calus est blessé, ça vous coûtera 2 forces de faire ça, donc ça deviendra un petit peu plus compliqué. Néanmoins, moi je l'ai utilisé, et plusieurs fois j'ai utilisé cette capacité, 2-3 fois je pense. Idéalement, il faut que vous ayez une unité qui vous permet de rafraîchir 1 ou 2 points de force dans votre groupe de combat, comme ça équilibre. Si vous n'avez pas beaucoup de force au départ, c'est chaud d'utiliser Calus pour ça. Après, il reste pour 1 point de force un très bon attaquant puisqu'il a plus 3D avec concentration, tireur d'élite, impact. Moi, je l'ai utilisé en secondaire déjà plusieurs fois, j'en suis content. Le risque, en fait, c'est de l'activer en premier. Si vous l'activez en premier quand vous commencez à jouer, ça n'a pas trop d'intérêt parce que vous allez l'avancer, mais pour attirer sur personne, et du coup, ce sera une cible de choix pour votre adversaire qui sait que s'il ne blesse pas, vous l'utiliserez pour relancer des dés. Donc à ce moment-là, il faut le mettre en réserve, mais si vous avez Gideon qui est un peu à la mode en ce moment avec Aiden Versio, si vous avez Gideon en face, ça vous coûtera 1 point de force de le mettre en réserve, sachant que lui-même dépense de la force, donc c'est un peu chaud. Donc j'ai déjà eu cette malchance, c'est de tomber sur Calus en première carte d'activation. Donc je l'ai avancé au risque qu'il se fasse taper dessus, donc c'était pas très intéressant. Si vous ne le sortez pas en premier, c'est très bien, sinon c'est un peu dommage. Éventuellement, vous essayez d'aller chercher un objectif avec son foncé et un déplacement, mais c'est pas certain de l'obtenir. Au niveau de l'arbre et des maîtrises, donc en défense, 1 blocage, 2 blocages avec 2-3 maîtrises, ça c'est correct. 4 maîtrises, ça c'est très bien. 2 blocages, il annule un critique. En mêlée ou en distance, les maîtrises, alors on a un seul critique à distance, mais on a des dégâts automatiques, tandis qu'en mêlée, on a 2 touches ou 2 critiques. Donc 2 critiques et aussi une percussion. Donc on a de la percussion en mêlée. Au niveau de l'arbre, c'est assez simple. La branche du haut, c'est plutôt les dégâts. On a 4, 5, 6, 7 dégâts avec un exposé et une percussion, donc une seule percussion, alors que la branche du bas, on a 2 percussions, par contre on n'aura que 4 dégâts en tout au maximum, et par contre 2 soins, une entrave, puis le repositionnement toujours à la fin. Donc ça dépend si vous avez besoin de faire de la percussion. Si vous arrivez en mêlée, que vous avez absolument besoin de faire beaucoup de percussions, ben vous utilisez les maîtrises de mêlée, plus l'arbre du bas, et là vous êtes susceptible de faire jusqu'à 3 percussions. Donc vous allez pouvoir dégager quelqu'un relativement loin. En plus, vous lui mettez une entrave en 4e case, donc faire 3 percussions plus entrave, ça empêchera votre ennemi de revenir si jamais il était sur un objectif, par exemple. Voilà pour Calus, donc je l'ai déjà joué, il est pas mal, en tout cas moi j'aime bien, bien sûr ça dépense un peu de force, donc il vaut mieux avoir une unité qui rafraîchit la force. Enfin, l'unité de soutien de cette extension, ce sont les agents du BSI, donc eux du coup ne coûtent que 3 points, Empire Galactique, Espion et Soldat. Pas de point de force, vigueur de 8, résistance de 2. En termes de capacité, c'est assez rapide. Pour 1 point de force, ils peuvent foncer et éventuellement se prendre un dégât pour avoir une action de concentration, sachant qu'ils ont impact 1. Donc eux, ils sont plutôt faits pour aller au contact. Et si vous dépensez une force et que vous leur donnez un dégât, ils vont passer à plus 2 en attaque, en mêlée. Et enfin, ils ont détention impériale. Quand un personnage ennemi engagé avec un personnage de cette unité fonce ou avance, il n'y a pas le saut, il n'y a pas le grimper. De toute façon, on ne peut pas grimper quand on est engagé. Donc en tout cas, quand on fonce ou on avance. Donc le personnage, quand il fait ça, si jamais il ne se trouve plus engagé de vos BSI, se prend 2 dégâts automatiques. Pas besoin de lancer des dés, là c'est 2 dégâts automatiques, même si la protection, il se les prend. Donc ça c'est bien, mais il faut aller au contact pour faire ça. Bon, après 2 dégâts, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc ça contraint un petit peu votre adversaire. En termes d'arbres et de nombre de dés, donc ils attaquent quand même à 6 dés, que ce soit à distance ou en mêlée, ça c'est bien, plus éventuellement plus 2 dés en mêlée, donc 8 dés. Par contre, attaque seulement à portée 4, c'est pour ça qu'ils sont plutôt faits pour la mêlée. Et défense à 4 en distance et à 5 en mêlée. Les maîtrises, 1 ou 2 blocages, voire 2 blocages et l'annulation d'un critique. Bon, pour des soutiens, c'est pas trop mal. Un seul blocage, c'est pas terrible, mais bon, ce sont des soutiens.
En termes de maîtrise d'attaque à distance, 2 touches ou un critique, une touche, tandis qu'en mêlée, c'est forcément un critique et éventuellement une autre percussion. Donc en mêlée, si vous avez cette percussion en maîtrise, ben, vous pouvez faire jusqu'à 1, 2, 3 percussions. Si on regarde l'arme, justement, alors il ne donne pas beaucoup de dégâts, 3, 4, 5. 5 dégâts avec une exposition, 2 percussions, éventuellement une entrave. Donc si les deux attaquent, si on imagine du full, le premier fait 3, 4, 5 dégâts en mettant une exposition, le deuxième refait, si vous avez de la chance, 5 dégâts, et il redonne à nouveau l'exposition, donc 10 dégâts en tout, ou alors vous passez par l'entrave, comme ça si vous donnez 2 fois une entrave, ça fera un dégât supplémentaire, donc on pourrait aller jusqu'à 11 dégâts, mais il faut avoir 2 fois 5 réussites. Donc eux, je ne les ai pas encore utilisés. Bon, ils ne coûtent que 3 points. Donc pourquoi pas, quand vous voulez mettre un secondaire à 4 points avec Gideon ou Tron, ben, vous pouvez utiliser les BSI. Inversement, si vous voulez mettre des soutiens à 4, alors il faut trouver un secondaire à 3 points. Et pour l'instant, il n'y a que le lieutenant Stormtrooper qui fait ça. Voilà, j'en ai terminé avec le détail un petit peu des cartes de cette nouvelle extension, en tout cas qui est sortie au mois d'août, donc avec Tron, Calus et BSI. Pour l'instant, une certaine déception sur Tron, je ne le cache pas, notamment, il n'a même pas de capacité tactique, c'est assez étonnant, on pensait qu'il en aurait plein, en fait il n'a rien, il a tout en cartes tactiques, il en a quand même 3 et vous en choisissez 2, mais vous voyez qu'elle donne des malus à vos unités. Il y a la notion de mise en réserve gratuite, si en tout cas il n'y a pas Gideon en face, donc ça c'est pas mal, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut, je pense, le travailler un peu, quoi. Il faut bien l'appréhender, il faut bien l'essayer pour comprendre son fonctionnement. Donc c'est un peu plus stratégique, c'est sûr, qu'une unité qui va foncer et taper. Et du coup, c'est plus dur à jouer, à mon avis. Donc j'ai pas encore osé. En tournoi, je vais pas l'utiliser pour l'instant, ça c'est sûr. Faudrait vraiment que je l'utilise à fond en casual, comme on dit, pour tester. Ensuite, Agent Calus, lui, je l'ai tout de suite utilisé, notamment avec les rebelles. Ça marche très bien. La relance de dés, il fait des attaques à 9 dés. Voilà, c'est parfait. Avec, comme je disais tout à l'heure, l'inconvénient, c'est que si vous le sortez en premier, c'est pas terrible, il vaut mieux le mettre en réserve. Et agent du BSI, bah, c'est que c'est des personnages que à 3 points, donc on peut pas en attendre des miracles. À voir. Ils donnent quand même 2 dégâts aux ennemis qui s'éloignent d'eux. Ils peuvent donner 5 dégâts chacun, voire 6 si vous mettez 2 fois une même condition, donc ça ferait 11 si vous avez des super lancers. Bon, ils ont quand même quelques dés, plus l'impact, donc il faut les envoyer plutôt en mêlée pour réussir à bien taper. Mais voilà, comme Tron n'a que 2 points de force, vous allez vite être limité avec cette équipe. Voilà pour cette petite revue de cette extension, donc qui est déjà sortie courant au mois d'août en France et partout dans le monde, donc SWP 28. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Je crois que la prochaine sera consacrée au Crosshair Impérial qui sortira en octobre. Merci à vous, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, et à bientôt.